Bien, chers collègues, chers étudiants et étudiantes, chers invités, c'est avec un très grand plaisir que je vous accueille donc ce soir pour cette conférence donnée par le professeur François Héron, intitulée donc Quel accueil pour les exilés et les migrants en Europe. Comme vous avez dû le voir, je pense, sur l'affiche, cette conférence est donnée dans le cadre d'une convention de collaboration entre l'Université de Lausanne et le Collège de France. Alors, cette convention existe depuis 2008, l'année de mon arrivée à Lausanne, mais je pense qu'il n'y a pas de lien. Une première signature, donc, en fait, était tripartite avec le PFL, et puis à partir de 2020, nous sommes dans une relation bilatérale, l'Université de Lausanne et le Collège de France, et depuis donc cette convention existe, il y a une vingtaine de personnalités scientifiques prestigieuses du Collège de France qui se sont succédées sur le campus de l'université à l'invitation de nos 7 facultés. Alors, pour ce qui est de notre conférencier du soir, je peux dire d'emblée qu'il a fait l'unanimité des 4 instituts de la faculté. C'est pour dire l'étendue de son rayonnement scientifique. Et je voudrais d'abord remercier le service des relations internationales de l'université qui pilote donc notre programme de collaboration avec le Collège de France et évidemment notre service de communication de la faculté toujours aussi efficace qui a organisé donc le débat aujourd'hui. Et enfin, mes remerciements à la professeure Laura Bernardi, ici présente, qui a accepté d'animer l'échange avec la salle qui suivra donc l'intervention de François Héron. Alors, je me dois quand même de dire quelques mots de notre invité, de dire c'est un honneur et un immense plaisir de l'accueillir, de dire et de vous dire et de lui dire probablement que son parcours témoigne d'un idéal professionnel à mes yeux. Vous avez ici un bref aperçu de quelques-unes des étapes marquantes de sa carrière et vous vous rendrez rapidement compte que François Héron a su allier pendant de très nombreuses années des activités de recherche de pointe et un certain nombre d'engagements institutionnels forts, pour ne pas dire lourds, que ce soit dans son rôle de directeur de l'Institut national des études démographiques ou son rôle à la direction du département SHS de l'ANR, donc l'ANR, l'équivalent français de notre FNS avec des budgets plus modestes, ou actuellement son rôle à la direction de l'Institut Convergence Migration du CNRS. Donc un engagement institutionnel qui, de ce que j'ai pu voir de loin, a souvent été centré sur la création de conditions de travail les plus favorables possibles pour l'ensemble de la communauté SHS en France, qui est quand même pas une mince affaire. Il est, me semble-t-il, il a toujours été et il demeure un facilitateur de la production scientifique en SHS dans des contextes sociopolitiques qui n'ont pas toujours été extrêmement soutenants. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites en SHS en France qui ne se seraient pas faites, je pense, sans l'activisme et l'engagement de François Héron. Alors, du côté de la recherche, ces centres d'intérêt sont très divers. Ils ont évidemment évolué au fil du temps, avec quelques caractéristiques marquantes dans la pluridisciplinarité qui me semble effectivement un peu un fil conducteur. Alors, je me permets quand même de faire référence à sa bibliographie que j'ai appelée de jeunesse. Des références peut-être un peu lointaines, mais qui sont devenues vraiment des classiques de l'apprentissage sociologique et démographique dans les universités francophones du monde entier, avec des apports qui demeurent tout à fait actuels, que ce soit autour de l'assise statistique de la sociologie ou des enjeux autour de la transformation des relations familiales, des relations conjugales en particulier. Je pense qu'il y a pas mal de personnes dans la salle qui ont lu François Héron dans sa phase démographe de la famille et de la conjugalité. Alors, plus récemment, évidemment, François a développé, notamment autour de sa nomination au Collège de France,
une réputation solide de chercheur spécialiste des questions migratoires. Les publications dont vous avez un aperçu ici témoignent en effet de son approche ou transdisciplinaire. Ses travaux autour de cette thématique très actuelle articule les apports de l'histoire, de la philosophie, de la démographie, de l'économie, de la sociologie, de la statistique fine, pourrait-on dire. Ces ouvrages sont devenus assez rapidement des références incontournables pour qui s'intéresse de près ou de loin à la production scientifique autour de ces questions. Mais François Héron, c'est aussi pas seulement un chercheur prolifique et reconnu, mais un chercheur citoyen, inlassablement engagé, me semble-t-il, dans la diffusion, pour ne pas dire la vulgarisation, des résultats des recherches scientifiques, avec une volonté qui me semble assez inépuisable de peser sur le débat médiatique, sur le débat public, et surtout de faire peser la science sur des enjeux politiques et de société. Et en cela, on est particulièrement contente de l'avoir avec nous aujourd'hui, parce qu'il est l'incarnation du savoir vivant, si je puis dire, pour reprendre la thématique de l'Université de Lausanne, quelqu'un qui est à la fois engagé dans l'amélioration des conditions de production de la science pour lui-même et pour les autres, qui est engagé dans des recherches scientifiques de pointe et qui est engagé dans l'éclairage du débat public. Et ces trois facettes de François Héron le rendent particulièrement proche, je pense, de notre faculté et particulièrement intéressant pour nous et pour vous toutes et tous. Alors, je le remercie très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation, d'être revenu à Lausanne sous une autre casquette que celle que nous lui connaissons depuis 12 ans, puisque François Héron a fait partie du panel d'expertise du NCCR Lives pendant 12 ans, que le temps passe, et qu'il a été à nouveau, dans ce contexte, un allié précieux pour nous, pour notre faculté et pour les recherches qui s'y mènent. Donc on va l'entendre présenter sa conférence sur les enjeux migration et société, et ensuite donc on aura un temps d'échange avec la salle, de questions-réponses avec lui, animé par Laura Bernardi. Mais François, je t'invite donc à venir tout de suite au podium, sous les applaudissements du public. Après une présentation aussi charitable, aussi généreuse, et le problème pour moi, le défi, ça va être de tenir mon rang, d'être à la hauteur de ce qu'on vient de vous raconter. Je suis un peu intimidé. Alors, je suis ravi de revenir à Lausanne avec une autre casquette, effectivement, que celle de l'évaluateur. Et c'est vraiment un bonheur pour moi de me retrouver ici et de pouvoir vous parler, alors évidemment, d'une vision un peu française de la question migratoire, mais vous allez voir que je vais essayer aussi de loger la Suisse dans ce travail de comparaison internationale qui me tient à cœur. Et donc, quel accueil pour les exilés et les migrants ou les migrantes en Europe. Et je vais vous parler au fond d'une formule qui est très importante dans le discours public, un débat public en France, mais enfin qui existe aussi dans d'autres pays. Quelle est la part que doit prendre chaque pays dans l'accueil de ces vagues d'exilés qui nous viennent du Moyen-Orient notamment, mais pas seulement, de la Corne de l'Afrique et d'autres parties du monde. Et qu'est-ce que ça veut dire prendre sa part? Qu'est-ce que ça veut dire prendre sa part en fonction de nos capacités? Qu'est-ce que c'est que les capacités d'accueil? Comment les définit-on? Je vais au fond essayer de réfléchir un petit peu sur ces notions qui ne sont pas si simples que ça, mais je vais essayer de les opérationnaliser d'une manière qui soit compréhensible et utile. Alors, vous vous souvenez qu'en août 2015,
éclate dans les médias la crise des migrants. En réalité, elle a commencé évidemment avec les printemps arabes dès 2010-2011, et c'est en 2014 que vraiment les mouvements commencent à s'amplifier. Souvent, je dresse des bilans statistiques en commençant en 2014, parce que là, on voit bien que certains pays, comme la Suède notamment, a commencé à accueillir massivement des exilés syriens ou afghans ou irakiens déjà en 2014, et a interrompu d'ailleurs son accueil avant l'Allemagne en 2016. Donc, à cette époque, évidemment, l'événement marquant, c'est le fameux discours d'Angela Merkel, Wir schaffen das. Alors, ce n'était pas un discours, c'était simplement sa conférence de presse annuelle qu'elle a l'habitude d'effectuer à la fin du mois d'août chaque année. Et les journalistes lui disent, alors combien d'exilés risquent de venir en Allemagne? Et là, elle a des chiffres qui lui ont été donnés par le ministère de l'Intérieur. Et on lui dit, écoutez, on risque bien d'enregistrer 800 000 demandes à la fin de l'année. Donc, elle a ce chiffre en tête. Et elle dit, on est capable de faire. Schaffen das, une formule un petit peu familière, c'est pas simplement parce que 15 jours avant, le ministre de l'Intérieur avait dit nous sommes capables de relever le défi. Enfin, il avait utilisé un langage politique classique, mais ça n'avait pas percuté dans les médias. Mais dire wir schaffen das, on sait faire, c'est un peu l'équivalent français. Là, ça, c'était pas tout à fait habituel comme langage. Et ça a percuté pas le jour même de la conférence, mais le lendemain dans les salles de rédaction. C'est assez intéressant de voir comment une petite différence de langage peut produire des effets importants. Et quand on lit son discours, car évidemment le discours a été réduit à cette phrase, quand on lit le discours, il est assez intéressant. C'est d'abord un cours de droit constitutionnel. Elle explique qu'en fonction du droit constitutionnel de l'Allemagne, il faut pouvoir accueillir un maximum de personnes, y compris les déboutés du droit d'asile, dit-elle déjà dans ce discours. C'est assez étonnant. Elle explique que la structure fédérale de l'Allemagne va permettre un accueil si on s'organise bien. Elle compte sur la solidarité du reste de l'Europe. Là, ça va être le fiasco total. Et déjà, dans ce discours d'août 2015, il y a l'idée qu'il faut tarir les flux migratoires en amont et donc négocier avec la Turquie pour bloquer les flux migratoires. Vous avez tout ça dans le discours d'août 2015. C'est assez étonnant. Alors, ce qui est très intéressant, et là j'ai publié un article dans la revue en ligne AOC, Analyse Opinion Critique, où je m'étends un petit peu sur le cas Angela Merkel, et c'est assez intéressant parce qu'on lui a prêté absolument toutes les motivations possibles et imaginables de façon totalement contradictoire. Alors la première explication, c'est qu'elle est chrétienne, elle est fille de pasteur, elle s'est laissée emporter par la compassion évangélique. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le Spiegel l'avait représentée en couverture avec la coiffe, la tenue de Mère Teresa. Et l'article du Spiegel disait, enfin c'est bizarre, cette personne qui d'habitude était réputée pour longuement mûrir ses réflexions, pour consulter tout le monde avant de décider, là, prise par une impulsion subite, elle a franchi le Rubicon, et ça c'est la compassion chrétienne qui l'a envahi. Et donc voilà la critique du Spiegel à l'époque. Donc ça c'est une première type d'explication. La deuxième explication n'a absolument rien à voir avec celle-là, c'est l'intérêt bien compris de l'Allemagne. L'Allemagne a des besoins de main-d'œuvre, et c'est surtout d'ailleurs dans les revues financières ou d'économie que cette explication est apparue. En France, elle a été assez populaire, mais surtout dans les Échos, la Tribune, voilà, le Financial Times est allé aussi de son côté. Ben oui, l'Allemagne a des besoins de main-d'œuvre, donc elle a fait son calcul, et donc elle sait que ça va être utile. Donc vous voyez, entre la motivation charitable et la motivation utilitariste, il y a quand même un abîme. Et bon, on peut dire qu'elle a fait les deux à la fois, enfin, quand même un peu compliqué. Puis il y a une troisième explication qui a été donnée notamment par Ulrich Beck, qui est, mais tout ça c'est machiavélique. Et Ulrich Beck l'avait surnommé Merchiavel. C'est machiavélique parce qu'en réalité, ce qu'elle veut faire, c'est restaurer le magistère moral de l'Allemagne, la puissance de l'Allemagne. Elle veut en fait dominer l'Europe. Et Ulrich Beck, de façon assez paradoxale, se répandait un peu partout en Europe, y compris en France, pour dire attention, Angela Merkel, c'est une nouvelle forme d'impérialisme néolibéral, etc. Enfin bref, il y avait tout ce discours-là. Donc, vous voyez, volonté de puissance, charité chrétienne, intérêt bien compris, ça faisait au moins trois motivations, et il y en avait d'autres. C'est un cas
pour les psychologues, extrêmement intéressant de savoir comment on fait pour imputer des motivations à un personnage public aussi central, aussi visible que celui-là. Ben, c'est pas facile. Et on a eu des explications intéressantes lors de son doctorat honoris causa à Harvard, des années après, où là, un certain nombre de ses collaborateurs ont fait des révélations tout à fait intéressantes. Et Sigmar Gabriel, qui était son vice-président socialiste, a raconté comment le cabinet d'Angela Merkel, une partie du cabinet, voulait construire un mur à la frontière orientale de l'Allemagne. Et elle s'y est opposée farouchement. Elle a pris Sigmar Gabriel à part, il lui a dit « Mais jure-moi que jamais nous ne construirons un mur à la frontière de l'Allemagne ». Et en fait, elle a expliqué que sa vie entière avait été complètement libérée, ouverte par la chute du mur de Berlin. C'est ça qui avait décidé, qui avait complètement changé sa vie. Elle n'allait pas, à son tour, construire un mur pour résoudre les problèmes de l'Allemagne. Donc, elle n'a pas... Et alors, ce qui est intéressant, et du point de vue démographique, après coup, on l'a su vraiment après coup, mais quand elle fait son discours en août 2015, en réalité, il y a déjà 400 000 demandeurs d'asile enregistrés en Allemagne au moment où elle fait son discours. Il y aura bien les 800 000 qui seront atteints dans l'année. Et donc, elle fait son discours à mi-parcours. Elle accompagne un mouvement. Or, ce qui a été dit à l'époque, c'est qu'elle avait ouvert les vannes. L'expression « ouvrir les vannes » est très intéressante, parce que dans cette métaphore, il y a la fusion de deux choses contradictoires. Il y a l'idée que l'immigration, c'est un phénomène naturel. Il y a des trop-pleins, des surplus qui se déversent, ça va vers les déserts démographiques, etc. Et que c'est ça le principal facteur de la migration. Le thème des migrations climatiques, il est un peu de ce type-là aussi. L'idée, c'est qu'il y a quelque chose de physique, de naturel dans les mouvements migratoires. Les plus pauvres se déversent sur les plus riches, les plus féconds sur les moins féconds, etc. Bon, ce n'est pas du tout confirmé par la recherche démographique. Si vous regardez les Balkans sont en pleine dépression démographique. 20% à peu près des anciens pays communistes des Balkans vivent à l'étranger. C'est pas pour ça qu'ils attirent des migrants. Donc c'est un contre-exemple extraordinaire. Et vous avez en fait, à travers la Terre, plus de contre-exemples que d'exemples confirmant cette... métaphore de la gravitation. C'est le fameux modèle gravitationnel, comme on dit en anglais, ou gravitaire, comme on devrait dire en français. Bon. Donc, l'Allemagne est de ce point de vue-là un cas intéressant, parce qu'effectivement, le modèle gravitaire est très, très présent dans les discours publics. Voilà ce qui nous arrive. Et donc... c'est un phénomène naturel. Et puis il y a une autre vision dans le débat public qui est assez forte, surtout dans la partie la plus droitière de l'axe politique en France, c'est que la migration, ce n'est pas un phénomène naturel, c'est un phénomène, c'est voulu, c'est un complot. Il y a des élites mondialisées qui ont leur siège à l'ONU, à Bruxelles, etc., dans les multinationales, et qui ont décidé, en quelque sorte, de longue date, d'envahir nos populations avec des vagues de migrants parce que, dans leur grand dessein cosmopolite, ils veulent liquider les identités nationales et voilà, c'est ça l'objectif. Alors, comment peut-on concilier l'idée que c'est naturel d'un côté et que c'est voulu de l'autre? Eh bien, ouvrir les vannes, c'est la métaphore qui permet de concilier les deux métaphores. Il y a un phénomène naturel et puis tout à coup, il y a quelqu'un qui ouvre les vannes et c'était Angela Merkel. L'expression a été beaucoup utilisée. Je me souviens par exemple que Catherine Ney, une journaliste qui a eu son heure de gloire à l'époque de François Mitterrand, a écrit « Mais Angela Merkel a ouvert les vannes sans même consulter son peuple, elle a pris toute seule la décision ». Le thème a été repris par Éric Zemmour, qui a expliqué que, et là il y a une phrase que je crois que je l'ai dans mon... on le verra tout à l'heure. Éric Zemmour dit « Mais en l'espace de quelques heures, Angela Merkel a décidé de détruire la civilisation allemande ». Un diagnostic... c'est impressionnant quand même. Je ne sais pas si vous êtes allé en Allemagne récemment, mais enfin, la civilisation allemande se porte bien, et donc l'annonce de sa mort était quelque peu exagérée. Donc, il y a eu une panique à ce moment-là, mais je reviendrai sur cette panique dont on a eu des exemples assez étonnants quand on a vu ces images d'exilés, notamment syriens, irakiens, qui étaient bloqués à la frontière serbo-hongroise, et c'est ça qui avait beaucoup frappé les esprits à l'époque. Alors, la France était très embêtée par l'attitude d'Angela Merkel, parce qu'elle a laissé littéralement sur place notre ami François Hollande. François Hollande, c'est très difficile de savoir quelle était sa position sur l'immigration.
On n'a jamais su ce qu'il pensait de l'immigration, ni même s'il en pensait quelque chose. Et donc, et ça reste aujourd'hui une énigme. Donc, il a simplement reconduit la politique qui avait été forgée par Nicolas Sarkozy, son prédécesseur, et c'est à peu près tout ce qu'il a fait dans le domaine, plus une initiative malheureuse de dénaturalisation pour les doubles nationaux, et qui a été catastrophique. Enfin, donc François Hollande laissait littéralement sur place. Et alors le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, fait un discours au Parlement très tôt. Et là, il fait ce discours-ci. Il dit, voilà, cette crise migratoire, alors ça c'est l'éloquence républicaine hein, dans toute sa splendeur. Cette crise migratoire, la plus forte en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, met l'Union européenne face à une responsabilité historique. Elle exige également que la France soit à la hauteur de son rang, à la hauteur de son histoire. Il est de la vocation de la France d'accueillir celui ou celle qui est persécuté pour ses idées ou exposé à des risques pour son intégrité. Le gouvernement français, quelles que soient les circonstances, ne remettra jamais en cause ce droit qui est son honneur et constitue une référence de liberté pour tous ceux qui, à travers le monde, subissent la violence ou l'oppression. Et là, au bonheur, comment peut-on défendre ce magnifique idéal d'accueil républicain alors que le pays voisin accueille 10 fois plus de gens que vous ? L'Allemagne posait quand même un très sérieux problème. Ben, heureusement, il y avait le fameux groupe de Visegrad, Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie, qui, lui, avait décidé de n'accueillir personne. Donc, du coup, entre ceux qui accueillaient trop et ceux qui n'accueillaient pas du tout, eh bien, on se trouvait dans une position moyenne qui était finalement défendable. Nos valeurs étaient toujours respectées, mais on n'allait pas pour autant accueillir autant que les Allemands qui, de façon inconsidérée, avaient pris cette décision étrange. Voilà. On a beaucoup dit aussi qu'elle n'avait pas consulté son peuple. Quand on regarde les sondages d'opinion dans le peuple, il y avait 90% de l'opinion allemande qui était favorable à l'accueil. C'est seulement 4 ou 5 mois plus tard que l'opinion publique se retournera en disant « mais cet accueil est compliqué, les communes souffrent, c'est pas évident, etc. » Mais à l'époque où elle fait son discours, elle sait quelle est l'opinion publique avec elle. Et ça, c'est très intéressant de le savoir. Alors, prendre sa part, vous voyez qu'à la fin de la phrase, il y a chacun doit prendre sa part de l'effort en fonction, bien sûr, de ses capacités. Donc, tout ça a l'air absolument naturel. La part, chacun sa part, c'est équitable, c'est faire. Die faire Verteilung, comme disent les Allemands en prenant la formule anglaise. Est-ce que nous aussi, on peut prendre notre faire Verteilung bon. Et les capacités, qui seraient d'une espèce de limite un peu naturelle, en quelque sorte, à cet effort d'accueil. Donc c'est un peu là-dessus que je vais centrer mon exposé, sur ce duo, prendre sa part et les capacités. Alors, quand on dit en France prendre sa part, tout de suite, ça évoque une formule fameuse de Michel Rocard, qui était Premier ministre à la fin des années 80. Et juste après, c'est un contexte bien particulier, c'est la fameuse affaire du foulard de Creil, hein, la première affaire du voile islamique en France, en 89. Quelques semaines après, il explique devant le Parlement, il sort cette phrase, la France, c'est pas devant le Parlement, c'est d'abord dans une émission de télévision avec, je vous donnerai le texte tout à l'heure, la France ne peut accueillir toute la misère du monde. Et on cite souvent une deuxième partie de la phrase, mais elle doit en prendre sa part. Par exemple, en 2018, lorsqu'il y a eu le débat sur la loi Collomb, à un certain moment, le député de droite qui était rapporteur de la loi sort la formule « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Et aussitôt, tous les députés socialistes, comme un seul homme, se lèvent et disent « Mais elle doit en prendre sa part », pour rappeler aux députés de droite que Michel Rocard n'avait pas dit cette horreur-là, mais qu'il l'avait compensée par la volonté de prendre sa part. Oui, le problème, qui a bien été pointé par une rubrique de fact-checking de Libération, c'est que la seconde partie de la phrase a été rajoutée 7 ans après. C'est dans une tribune du Monde, 7 ans après 7 ans de réflexion, que Michel Rocard s'est peut-être rendu compte des effets délétères de sa formule et a ajouté « mais elle doit en prendre sa part ». Et donc, vous avez là les données précises. Quand on regarde, alors Rocard avait dit à cette époque-là « j'avais été mal compris, on avait tronqué ma phrase, c'est pas ça que je voulais dire, etc. » Bon, regardons un peu ce qu'il avait raconté à l'époque. L'émission 7 sur 7, Anne Sinclair, nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, la France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique, mais pas plus. Là, vous avez une confusion classique, hein, c'est que l'asile, c'est politique, alors qu'évidemment, il y a des formes d'asile qui ne sont pas liées à la politique, mais sont simplement liées au fait qu'il faut fuir une zone en guerre, ce qui n'est pas identique à l'asile politique. Enfin bon, c'est classique.
devant l'Assemblée nationale le même jour, puisque, comme je l'ai dit, comme je le répète, même si comme vous je le regrette, notre pays ne peut accueillir et soulager toute la misère du monde, il nous faut prendre les moyens que cela implique. La formule finale est un peu bizarre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a su bien après, dans un colloque devant des élus socialistes liés à l'immigration, d'origine maghrébine pour la plupart. Il explique, il se justifie. J'ai beaucoup réfléchi avant d'assumer cette formule. Il m'a semblé que mon devoir était de l'assumer complètement. Aujourd'hui, je le dis clairement, la France ne peut plus être une terre d'immigration nouvelle. Et la formule est très forte. C'est immigration zéro, en fait. C'était le discours de Charles Pasqua, qui sera repris par Charles Pasqua dans les années 93. La France ne peut plus être une terre d'immigration nouvelle. Je l'ai déjà dit et je le réaffirme. Quelque généreux qu'on soit, nous ne pouvons accueillir toute la misère du monde. Donc vous voyez que il n'y a rien il y a aucune troncature. Le message était très clair, il était direct, il n'avait pas. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que ce serait la part de la France au sein de l'Union européenne? Et là, il y a des critères assez simples que je propose. Nous, la France, c'est 15,5% de la population de l'Union européenne. L'Allemagne, c'est 19%, à titre de comparaison. Notre part dans le PIB, c'est un petit peu plus, c'est 17,8%. L'Allemagne, c'est 26%. Là, vous voyez qu'on décroche, parce que là, évidemment, la richesse par habitant explique le décalage. On peut aussi, évidemment, comme la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, que je sache, il y a aussi, on peut prendre l'espace économique européen, il y a plusieurs formules, on peut prendre l'Europe géographique, on peut prendre, bon, je vous épargne tous les détails, mais quand on regarde par exemple la référence à l'espace économique européen, Union européenne plus Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse, et qu'on y ajoute la Suisse, voilà, la France c'est 13% de la population de cet ensemble, 14% du PIB, l'Allemagne c'est 16% de la population, presque 21% du PIB, et la Suisse c'est évidemment 1,7%, mais 4% du PIB, parce que là, vous voyez à quel point le PIB par habitant, évidemment, creuse l'écart entre les deux taux. C'est assez impressionnant, spectaculaire. Et au fond, c'est par rapport à ça qu'on peut essayer de regarder, par rapport à tous les exilés qui ont réussi à déposer une demande en Europe, combien ont pu réussir à s'inscrire chez nous? Combien de demandes avons-nous enregistrées? Voilà un peu la formule que je vais utiliser. Et pour ça, il faut regarder un peu origine par origine. Et je vais commencer par vous parler des Syriens, des Irakiens et des Afghans. Puis après, on viendra au cas de l'Ukraine, parce que la question est de savoir, mais est-ce que l'Ukraine, ça a changé la donne ou pas par rapport aux pratiques d'accueil en Europe? Et là, je rappelle que la panique qui a saisi une partie du personnel politique quand, à l'été 2015, le 4 septembre 2015, donc très tôt après les événements, quelques jours après le discours d'Angela Merkel, Marine Le Pen dit « L'Union européenne nous avait dit dans les années 50 qu'elle voulait qu'on accueille 150 millions d'étrangers. C'est une politique qui est portée par l'Union européenne depuis des décennies. » Alors c'est une déclaration très très étrange. J'ai écrit un article entier, j'ai essayé de suivre la piste de cette déclaration. Donc vous voyez l'afférence d'une part, c'est un ouvrage collectif, bon c'est un peu perdu comme publication, mais sur l'irrationnel aujourd'hui. Et je remonte la piste, et je montre qu'en fait c'est le rapport de l'ONU sur les migrations de remplacement, Replacement Migrations, publié en 2000, qui est la source de cette idée formulée par Marine Le Pen. Et quand on remonte la piste, on voit qu'en fait, c'est son père, donc 15 ans plus tôt, qui fustige, dans une allocution d'une dureté incroyable, le rapport de l'ONU. Enfin, les technocrates de l'ONU veulent, pour soi-disant régler le problème des retraites, nous envahir avec 150 millions de migrants. Enfin, ils veulent détruire nos identités nationales. Les Français de souche, l'expression figure dans sa réaction, vont être envahis, etc. Et la fille va reprendre la formule du père 15 ans après, mais en y ajoutant quelques erreurs supplémentaires. Alors ça, c'est assez intéressant parce que, évidemment, ce que faisait le rapport de l'ONU, c'est qu'il y avait 4 ou 5 de versions scénarios de projection démographique. Le premier scénario était assez classique, c'est est-ce que, en misant uniquement sur l'importation de jeunes migrants pendant plusieurs décennies, c'était 5 décennies, est-ce qu'on arriverait à stopper les baisses de population totale?
à stopper les baisses de population active. Et là, la réponse est ben oui, et c'est d'ailleurs en gros ce qui se passe déjà. Beaucoup plus en Allemagne qu'en France, bien sûr, il y a des variations selon les pays, mais en gros, l'immigration, ça permet effectivement de bloquer les baisses de population générale ou de population active. Et puis il y avait un dernier scénario qui lui était d'une toute autre nature, qui consistait à dire, est-ce qu'en misant uniquement sur les migrants jeunes, on pourrait stopper le vieillissement démographique? Et là, c'est un rapport numérique, c'est un rapport entre la part des personnes âgées, la part des jeunes, ou la part des... Voilà. Et là, c'est pas possible. Et là, les Nations Unies, les démographes de la division de la population, montrent qu'il faudrait à ce moment-là des myriades et des myriades de migrants pour stopper comme ça rapidement le vieillissement des populations. Parce que le vieillissement, ben, c'est quelque chose qui existe dans le monde entier, même l'Afrique vieillit. Pour une raison assez simple, c'est pas seulement qu'il y a une baisse de la fécondité, elle est parfois très limitée, mais c'est parce que la vie se prolonge et parce que donc l'allongement de la vie fait que la part des personnes âgées partout dans le monde augmente et c'est un phénomène. Voilà. Et le rapport était assez étrange. Il montrait par exemple que la Corée du Sud, n'aurait pas assez de toute la population chinoise pour bloquer son vieillissement, pour geler le rapport numérique entre les actifs et les inactifs, parce que c'était ça les critères utilisés, la population d'âge actif face à la population d'âge inactif ou l'inverse. Et c'est un peu compliqué parce que le rapport dit, mais finalement, il y a plusieurs solutions. En fait, c'était un rapport qui voulait sensibiliser la vieille Europe à la question du vieillissement. Et qui utilise, c'est une grosse erreur, qui utilise l'argument migratoire pour sensibiliser l'Europe à la menace du vieillissement. Mais quand on étudie ce qui s'est passé, comment l'Union européenne comment l'ONU a engendré a créé ce rapport. Alors moi, j'ai interviewé dans 3 endroits différents, à New York, à Jérusalem, à Paris, je le suivais à la trace, Geoffrey de Grimblatt, qui est un statisticien français formé à l'ENSAE, qui ensuite a passé sa vie à New York et qui y vit toujours, et qui était l'homme qui a été responsable du rapport des Nations Unies sur l'immigration de remplacement. Et il m'a raconté l'histoire, qu'il a d'ailleurs publié dans les petites vignettes où il raconte sa vie, une trentaine de vignettes, d'abord à destination de ses enfants, puis je l'ai incité à publier la chose. En tout cas, je présente une traduction en français de son récit qui fait une dizaine de pages, quelque chose comme ça, un peu moins, enfin, j'ai un peu condensé, où il raconte cette histoire. À l'époque, le directeur de la division de la population, c'est Joseph Chamy, qui est un homme qui veut attirer la lumière, il rencontre un jour la journaliste du New York Times qui est correspondante pour l'ONU. Elle lui dit, est-ce que vous avez quelque chose à m'offrir d'intéressant? Et alors, il se souvient d'une conversation qu'il a eue avec Grimblatt, chef de la division d'immigration, de la section d'immigration. Et Grimblatt, c'est un statisticien, un homme de l'ENSAE. Pour lui, ça fait partie, de façon tout à fait normale, de remplacer une grandeur par une autre dans les modèles des équations démographiques. Tiens, combien faudrait-il de migrants pour empêcher le vieillissement? Combien faudrait-il de ceci pour empêcher cela, etc. Pour lui, c'est un jeu d'enfant et il était de loin le mieux formé à la démographie mathématique au sein de la division de la population, beaucoup plus que Chamy, qui lui était avant tout un homme de communication. Et un jour, comme ça, dans une conversation à bâton rompu, explique Grimblatt, il discute là-dessus, et puis 2 jours après, Grimblatt envoie un mail à son chef en disant, bah voilà, en gros, les quantités de migrants qu'il faudrait en Europe pour bloquer le vieillissement dans tel et tel pays. Et c'est ce mail que Joseph Chamy, le directeur de la division de la population, livre à la journaliste du New York Times. Elle se précipite là-dessus, elle fait un article, puis cet article n'intéresse pas du tout le directeur de la rédaction, mais voilà qu'arrive le 1er janvier, les fêtes du Nouvel An, et là, le successeur, le remplaçant du rédacteur en chef, sort d'un tiroir cet article, décide de le publier. Alors le problème, c'est comment intéresser les Américains au problème de vieillissement de la vieille Europe. Mais en fait, ils ont trouvé le truc, c'était l'Europe va devoir faire comme les États-Unis. L'Europe va devoir se mettre à accueillir des quantités de migrants pour empêcher son vieillissement. C'est ça le titre de l'article. Et ça va être l'article des Nations Unies qui va recevoir la plus grande revue de presse mondiale jamais vue. Ça va être un succès phénoménal. Les Français, Le Monde appellent, tous les grands quotidiens européens appellent.
Et l'idée, c'est, ben voilà, il va falloir 150 millions de migrants supplémentaires en Europe pour bloquer le vieillissement. Donc, ce qu'on va retrouver dans les discours de la famille Le Pen. Et c'est ça qu'il y a au début. Le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères est furibard. Il appelle Kofi Annan. Et Kofi Annan n'est absolument pas au courant de l'histoire. Donc ça, c'est évidemment complètement contraire à la théorie du complot. Les dirigeants de l'ONU n'avaient aucune idée que parce que, en fait, Joseph Chamy avait un peu imprudemment annoncé à la journaliste du New York Times que, ouais, il y aurait sans doute un rapport qui suivrait. Ce rapport n'existait pas au moment où le New York Times publie la nouvelle le 1er janvier. Ce rapport n'existait pas. Et l'écho donné à ce projet, la protestation solennelle du ministre des Affaires étrangères, qui était Hubert Védrine, auprès de Kofi Annan, enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment pouvez-vous annoncer que la France va accueillir tant de millions d'immigrants sans même nous avoir consultés? Enfin, vous voyez, tout le... eh bien, Chamy revient après le week-end dans le bureau de son directeur de branche. Il dit, écoute, on a un gros problème et il va falloir qu'on fasse le rapport qu'on a suggéré. Et en moins de 3 mois, la division de la population des Nations Unies va faire le rapport le plus rapide de toute son histoire. C'est une histoire, j'entre dans les détails, parce qu'évidemment, c'est le contraire d'un complot. C'est une imprudence avec un journaliste qui va faire qu'on va être obligé de décrire rapidement un complot. Grimblat, alors toute la division de la population, que ce soit la division mortalité, la division natalité, etc., tous sont mis au boulot. Ils obtiennent rapidement le droit de faire un marché d'impression parce que le système d'impression des Nations Unies était beaucoup trop lent pour qu'on puisse publier un rapport dans un délai aussi court, etc., etc. Je vous épargne d'autres détails. C'est la revue de presse, je l'ai vue, la plus incroyable mondiale. Et donc, ils réussissent à publier au mois de mars, alors que cette pseudo-annonce avait faite au début janvier, à publier le fameux rapport sur Replacement Migration. Et il va y avoir une deuxième édition un peu plus tard, où ils vont ajouter un autre scénario. Et Grimblat raconte ça, comme ça de façon assez humoristique dans ses souvenirs biographiques destinés à sa famille. Et donc je l'ai incité. Alors maintenant c'est disponible sur Internet, vous pouvez le trouver si vous cherchez bien. Il a beaucoup souffert parce qu'il a été invité dans le monde entier pour présenter ce rapport, pour l'expliquer. Et finalement, il finit par trouver des formules très fortes. Oui, c'était un raisonnement par l'absurde. On voulait démontrer par l'absurde qu'on ne peut pas miser sur uniquement l'introduction régulière de migrants jeunes pour bloquer le vieillissement de la population. C'est pas possible. C'est pas la même chose que de stopper des chiffres absolus, une évolution des chiffres absolus. Bon, voilà un peu Et alors, très vite, ils vont voir les journaux qui avaient parfois fait de mauvaises interprétations sur ce chiffre. Le Monde publie une correction, Libération aussi, etc. Mais la famille Le Pen, elle, en est restée à la version initiale, elle n'a jamais corrigé. Et la fille a fait plusieurs erreurs. Par exemple, l'Union européenne nous avait dit que, donc, d'abord, elle prend la projection, elle prend la projection pour un projet. Ce que l'ONU avait dit de l'Union européenne, ça devient l'Union européenne décide que. Et, chose plus étrange, elle inverse la flèche du temps, parce que c'était pour les 50 prochaines années, la projection, et elle renverse, elle pense que c'est depuis 50 ans que l'Union européenne a dit ça. Alors, il y a 50 ans ou plus tôt, l'Union européenne n'existait pas, elle était complètement embryonnaire, on ne parlait pas d'immigration, on parlait un petit peu de la migration italienne dans les premières années de l'Union européenne, mais enfin c'était tout. Donc vous voyez, les 3 erreurs qui s'accumulent et qui se transmettent, et que Marine Le Pen nous sert le 4 septembre 2015, quelques jours après le discours d'Angela Merkel, pour dire, mais si les Syriens nous envahissent, c'est parce que l'Europe l'avait voulu. Vous voyez le caractère complètement délirant, il faut bien le dire, du procédé, et aussi le caractère très, très amateur. Mais il faut savoir que dans les blogs d'extrême droite, pas seulement en France, la théorie du grand remplacement cite très souvent le rapport des Nations Unies en disant « Oui, on a réussi à trouver un rapport de l'ONU qui soutient qu'il faut des centaines de millions de migrants pour rajeunir la population, etc. » Bon, alors, il y a des versions, il y a des variantes. Certains disent que l'ONU a été victime d'un complot, d'autres disent que l'ONU est l'âme du complot. Enfin, il y a plusieurs variantes, je n'entre pas dans les détails. Donc tout ça, je le raconte dans ce livre de collectif de Jean Béchler et Gérald Bronner. Et vous voyez que dans un meeting quelques jours après, j'accuse l'ONU, donc ça c'est
le style à la Zola. J'accuse l'ONU, de concert avec la Commission européenne, d'organiser sciemment la submersion migratoire de l'Europe. Faut-il rappeler que les technocrates de l'ONU demandent l'accueil de 120 millions d'immigrés extra-européens sur notre continent. Alors ça, c'était les 150 millions sont devenus 120, bon, peu importe. Vous voyez l'extraordinaire amateurisme de tout ça pour un parti qui, quand même, est censé traiter la question migratoire depuis des décennies, depuis les années 70 au moins. C'est assez révélateur. Et voilà donc la fameuse citation de Zemmour, autre image de la panique qui a saisi un certain nombre de personnalités politiques à cette occasion-là, toujours à l'été, en septembre 2015. Bon, quand on regarde maintenant un peu les chiffres, alors évidemment, là je vais additionner tout simplement les chiffres absolus du nombre de premiers demandeurs d'asile, syriens, afghans et irakiens, donc j'ai superposé tout ça, en France, et en Allemagne et en Pologne. Et vous voyez qu'il n'y a pas photo, comme on dit en français familièrement, c'est-à-dire que l'Allemagne a accueilli en chiffres absolus des nombres vraiment très très importants, ça monte à 500 000 en 2016, c'est vraiment... parce que bon, il y a des reports d'années entre le moment où la demande se présente et le moment où elle est enregistrée, surtout qu'il y a eu 2 systèmes d'enregistrement, enfin, bon, je n'entre pas dans les détails, il y a quelques décalages. Vous voyez que la France a accueilli un peu de monde, mais finalement, et puis la Pologne, j'ai bien calculé les chiffres, ils sont là, mais ils disparaissent dans l'épaisseur du trait, parce qu'il y a très peu de monde, et donc la France est quand même, en gros, plus proche de la Pologne que de l'Allemagne. Bon, voilà un peu une première approche. Alors bien sûr, l'Allemagne, c'est 83 millions d'habitants, la France 67, donc il faut enlever 20% des chiffres de l'Allemagne pour se rapprocher des proportions françaises. Mais même si on fait ça, vous voyez bien que ça ne change pas beaucoup le diagnostic. Alors commençons par regarder un peu, et là, ce que nous avons fait, ce qu'ont fait différents pays, et je vous parlerai de la Suisse à la fin. En commençant par les Syriens. Je rappelle qu'en gros, pour toutes ces populations-là, entre les 3/4 et 80%, il y a autant de déplacés externes qu'internes, grosso modo. Les déplacés internes syriens sont dans d'autres régions de la Syrie. Bon, et puis, il y a, d'après le HCR, 6,8 millions de Syriens déplacés externes quand on cumule les chiffres de 2014 à 2020. Et ça représente à peu près 18% de ces 6,8 millions ont réussi à présenter une demande, à être enregistrés comme demandeurs d'asile dans l'espace économique européen. Donc les autres, ils sont en Turquie, au Liban, en Jordanie, etc. Ils sont dans les pays limitrophes. Et je rappelle que ces pays limitrophes, ils ont un gros problème, c'est que la Turquie, le Liban et la Jordanie n'ont pas signé la Convention de Genève. La Turquie a signé la Convention de Genève, mais uniquement pour rapatrier des exilés européens qui viendraient en Turquie. Bon, ce n'est pas un cas de figure qui se représente beaucoup. Et elle n'a pas signé le protocole de New York de 1967 qui étend la Convention de Genève à l'ensemble du monde entier, au monde entier. C'est ça qu'a fait le protocole de New York. Le Liban, par exemple, le 1,5 million de réfugiés du Proche-Orient qui se végètent au Liban. J'ai visité des camps de réfugiés syriens au Liban il y a à peu près 1 mois et demi. Ils ne peuvent pas être enregistrés comme demander l'asile sur place. Ça n'existe pas. La Convention de Genève n'a jamais été signée par le Liban. Pourquoi ? Parce que l'argumentation à l'époque, c'était que la Convention de Genève n'avait absolument pas aidé à résoudre le problème palestinien. Donc on ne voyait pas pourquoi on allait signer cette convention. En gros, c'est ça la raison qui a été invoquée à cette époque. Et donc, du coup, ils sont sous l'égide de l'ONU, réfugiés sous l'égide de l'ONU, mais pas du tout réfugiés statutaires au sens de la Convention de Genève ou au sens d'une protection subsidiaire qui pourrait exister dans les législations nationales de ces pays. Voilà un peu la situation. Donc, finalement, 18% sont arrivés à déposer une demande d'asile chez nous. Donc, là, ça donne une idée quand même du chiffre noir de la demande d'asile, de tous ces gens qui auraient bien voulu demander l'asile en Europe et qui n'ont jamais pu parce qu'ils sont bloqués dans les hotspots ou dans des pays comme ceux que je viens de citer. Et donc, sur ces 18%, sur ces 1,2 million et quelques de Syriens, combien ont été accueillis en Allemagne, combien ont été accueillis en France ? Voilà le calcul que je fais, qui est assez simple. Vous voyez que la France en a pris 3% et l'Allemagne en a pris 53%.
la France, au total, quand on cumule les chiffres sur ces années, sur ces 7 années, l'Allemagne a accueilli 17 fois plus de Syriens que la France. Quand je dis ça, et je l'ai dit devant des politiques, etc., les gens sont stupéfaits. Ils s'imaginaient qu'on avait été moins accueillant que l'Allemagne, mais quand même pas dans ces proportions-là. Alors évidemment, si on tient compte des différences de population entre les deux pays, le rapport de 1 à 17 devient un rapport de 1 à 14, mais là encore, ça ne change pas le diagnostic. C'est quand même impressionnant, hein, ce décalage. Alors regardons les Irakiens, les effectifs sont moindres, il n'y en a pas 18%, il y en a 22% qui, selon les données du HCR confirmées par Eurostat, ont réussi à présenter une demande dans l'espace économique européen. L'Allemagne en a accueilli presque la moitié et la France 3,5%. Voilà les proportions. On passe aux Afghans. Alors là, on a fait un effort particulier parce que la France, le corps expéditionnaire français en Afghanistan avait recruté pas mal d'Afghans pendant un nombre important d'années. Et donc, du coup, on a fait un effort un peu particulier pour les Afghans. Donc, ça réduit un peu l'écart entre l'Allemagne et la France. Enfin, l'écart reste considérable dans l'effort d'accueil entre les deux pays. Quand on totalise les trois pays, donc en gros, eh bien, c'est 4,5% seulement des exilés ayant réussi à déposer une demande. Là, je ne parle pas des décisions positives de protection, je parle simplement du fait d'enregistrer des demandes sur place. 4,5%, pas plus, alors que l'Allemagne, ben, c'est 10 fois plus, hein, proportionnellement, c'est 48%. Voilà un peu et c'est fait. Enfin, il faut faire les calculs, les données sont là. Hein. Mais au fond, elles n'étaient pas calculées, elles sont complètement absentes du discours public. Et ce qu'on entend dans le discours public français, c'est que la France est le pays d'Europe le plus généreux pour la demande d'asile. SIC. Hein. Cette formule a été constamment citée, notamment dans les campagnes électorales de l'année 2022, où on n'avait pas seulement la campagne présidentielle ou la campagne législative, il y avait aussi toutes les primaires qui avaient été faites pour l'investiture présidentielle, les primaires pour la présidence du Parti républicain, etc. Enfin, on a eu une activité électorale considérable et chaque fois ces formules ressortent, mais sans jamais aucune vérification empirique. Alors, est-ce que l'exil des Ukrainiens a changé la donne? Ben là, j'annonce dans le titre que non. C'est assez surprenant. Il va falloir essayer de comprendre pourquoi. Au moment où la Russie donc, déclenche la guerre contre l'Ukraine, Emmanuel Macron préside le Conseil européen, donc le Conseil des dirigeants des pays européens, et il assure que la France prendra sa part dans l'accueil des réfugiés. Donc vous retrouvez cette fameuse formule, hein, qui est un peu un mantra de la politique française, en tout cas dans les discours. Et voilà, chaque pays de l'Union, y compris la France, devra prendre sa part dans l'accueil des réfugiés ukrainiens. Donc là, c'est un peu un avertissement aux Hongrois, aux Polonais, etc., s'il leur venait l'idée de reproduire le même schéma que pour les Syriens. Nous le ferons en européen de manière coordonnée, responsable et solidaire. Alors, c'est bien ce qui s'est fait, c'est-à-dire qu'il y a eu la décision commune prise d'accorder la fameuse protection temporaire, qui était un dispositif qui existait de longue date en Europe, qui n'avait jamais été appliqué, et qui n'est pas l'octroi d'un statut de réfugié, qui n'est pas non plus l'octroi d'un statut de demandeur d'asile, qui est simplement le fait qu'il y a une liberté de circulation en Europe, à condition de s'enregistrer. Alors ça a changé selon les pays, mais ça durait 6 mois au maximum. En France, il fallait renouveler sa demande au bout de 3 mois, ce qui est intéressant parce qu'on a des statistiques au bout de 3 mois. Donc voilà ce qui s'est décidé. Et quand vous revenez à 2015, le fameux discours de Manuel Valls devant l'Assemblée nationale, que j'ai déjà cité, mais dans une autre partie du discours, il évoque la protection temporaire qui avait été mentionnée par une partie des politiques de l'époque pour dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas leur accorder aux Syriens le bénéfice de la protection temporaire? C'est un dispositif qui existe en Europe. Et à ce moment-là, Manuel Valls avait dit textuellement, non, ça n'est pas possible, car il risquerait d'en profiter pour demander l'asile. C'était ça l'argumentaire utilisé pour refuser le bénéfice de la protection temporaire aux Syriens. Et on avait même à cette époque-là, là le Conseil d'État français a pris sa part de la décision, on a même imposé aux Syriens le VAT, le visa, le VTR, le visa de transition aéroportuaire, c'est-à-dire que si les réfugiés syriens voulaient aller en Espagne ou en Angleterre et faisaient escale
à Paris, il fallait qu'ils aient un visa à Paris, même s'ils restaient dans l'aéroport. Et là, les associations étaient furieuses, ont interjeté appel, enfin, on traduit ça en justice. Et le Conseil d'État dit non, non, il y a un dispositif qui fait que s'il y a un afflux massif de demandeurs, un pays peut se protéger en imposant un visa transitoire, un visa de transit aéroportuaire. Et c'est ce qui était imposé. Et à l'époque, c'était fait avant même août 2015, c'était en 2014 cette histoire. Et le Conseil d'État a dit ben non, il y a eu 180 demandeurs qui sont présentés là en une semaine. Vous voyez, c'est massif. Donc, et le Conseil d'État n'avait aucune idée du caractère massif ou pas massif des flux. Mais il y avait quelques individus la semaine d'avant, il y en avait 180 la semaine d'après. Ça y est, ça suffisait à justifier qu'il faille se protéger le pays d'un afflux en imposant des visas de transit. Bon. Et donc, on a étudié tout ça dans la revue De facto, qui est la revue en ligne de l'Institut Convergence Migration, donc cet institut auquel Niki a fait allusion tout à l'heure, qui rassemble un certain nombre de chercheurs, dont beaucoup travaillent sur les questions de frontières, de visas, de droits des étrangers, etc. Alors, quand on regarde les cartes publiées à l'époque, par exemple sur le site des Nations Unies, vous voyez, c'est très trompeur comme carte, c'est des chiffres absolus d'Ukrainiens qui ont été accueillis. Alors en Russie, il n'y avait pas de protection temporaire. Qu'est-ce que ça veut dire, les Ukrainiens accueillis en Russie? Vous savez que c'est extrêmement problématique. Mais enfin bon, il y a la Pologne, l'Allemagne, etc. Mais c'était des chiffres absolus, donc évidemment, ça n'a aucune valeur. Donc la Moldavie, par exemple, apparaît guère dans ce schéma. Ça n'a aucun sens de cartographier des effectifs absolus, avec en plus les effets de surface qui corrigent tout. Enfin, moi, je suis très peu utilisateur des cartes, je vais vous dire, parce que les effets de surface biaisent complètement la perception des phénomènes. Alors, il faut travailler en chiffre proportionnel, ce que les géographes savent bien, mais quand les géographes insistent sur le fait qu'il faut travailler en chiffre proportionnel, ils font de la statistique et pas de la cartographie. Donc, quand on est sur une question statistique, on n'a pas besoin de cartes en réalité. Enfin, moi, j'en utilise très peu parce que la perception est très faussée. Et là, vous en avez un exemple tout à fait extraordinaire. Alors, il y a eu une enquête du HCR menée dans quelques pays limitrophes de l'Ukraine. Je passe assez rapidement là-dessus. Enfin, ça a beaucoup... ils se sont intéressés donc à la Pologne, la Roumanie, la Moldavie, la Slovaquie, le Bélarus, la Hongrie et la Bulgarie, qui sont vous voyez que la Hongrie, par exemple, a réussi à se défiler dans cette histoire. De tous les pays limitrophes, c'est la Hongrie, par rapport à sa population, à sa richesse, etc., a accueilli très peu d'Ukrainiens. Là, c'est le pays qui a réussi à maintenir la même politique anti-migratoire à travers tous ces événements. Et puis, cette enquête est très intéressante. Elle montre évidemment formidable surreprésentation des femmes, puisque les hommes, eux, sont mobilisés en Ukraine, que le niveau d'éducation était très élevé, parce qu'évidemment, il y a un effet de sélection. Les personnes qui arrivent à migrer, c'est plutôt les gens les plus instruits, les plus fortunés, etc. Donc l'effet de sélection est vraiment très fort. C'est vraiment très impressionnant, ce genre d'effet. Alors, ajoutons donc les Ukrainiens à notre tableau. 7,4 millions de déplacés externes à l'époque où on dresse bilan. C'était donc dans l'année, alors là évidemment ce n'est pas 2004 à 2020 ici, c'est évidemment pour l'Ukraine uniquement l'année 2022, une partie de l'année 2022. Mais là déjà à cette époque-là, on se retrouve avec 4% des Ukrainiens, puisque sur les déplacés externes qui ont réussi à déposer une demande dans l'espace économique européen, l'Allemagne en a accueilli 28% et la France 4%. Donc on retombe toujours un petit peu sur cette même proportion, elle est très faible. Et là maintenant, alors la Suisse, vous voyez, c'est 1,6, en gros c'est 1,9, presque 2% des immigrés du Proche-Orient, du Moyen-Orient qui ont été donc déplacés externes dans l'Union européenne ont réussi, qui ont déposé une demande, se sont retrouvés en Suisse, et 1,9%, ça correspond en gros à ce que représente la population de la Suisse. Mais c'est en dessous de ce que représente son PIB. C'est-à-dire que vu sa population, la Suisse a été normalement accueillante, vu son PIB, pas tellement. En gros, voilà. Alors, vous allez le garder, il est libre de droit, ce PowerPoint, vous allez pouvoir le conserver et regarder les chiffres, peut-être même les vérifier. Pour les Ukrainiens, il y a un effort plus important, proportionnellement, à 3%,
des Ukrainiens ayant réussi à déposer, ayant bénéficié de la protection temporaire dans l'espace économique européen, sont arrivés en Suisse. Mais alors, comment expliquer ces répartitions? Et en fait, là, alors maintenant, quand on prend le bilan fin 2022, puisque donc en janvier 2023, j'ai regardé les chiffres qui totalisaient l'ensemble des données ukrainiennes sur l'année 2022, donc évidemment de la fin février 2022 jusqu'à décembre 2022, on arrive donc à 31% de ces. Donc c'est une proportion plus forte, hein, 31% des Ukrainiens ont réussi à bénéficier de la protection temporaire en Europe. Là, il y a eu un effet positif de la décision de protection prise par l'Europe, 2,5 millions de personnes. Enfin, c'est toujours 41% en Allemagne, 4,8% en France. Alors, ces chiffres ont fluctué. Dans des pays où il fallait renouveler la demande après 3 mois, comme la France, on avait atteint 110 000 personnes. Là, c'est 119 000. Bon. Et puis, après 3 mois, c'était retombé à 60 000. Parce qu'il y a eu beaucoup de retours quand on s'est aperçu que Kiev était relativement épargné, que les villes du Nord étaient relativement épargnées. Bon, ensuite, il y a eu de nouveau, voilà, c'est en fonction de l'intensification des bombardements russes contre les habitants et les habitations civiles dans les différentes régions que ça fluctue. Comme ils ont cette liberté de circulation, que c'est difficile à enregistrer, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en France, on a ces variations qui ne sont pas publiées. Hein. C'est une communication personnelle du directeur de l'OFII, l'Office français de l'intégration et de l'immigration, qui est chargé de verser aux Ukrainiens bénéficiant de la protection temporaire, ben, il est chargé de leur verser l'allocation pour demandeurs d'asile, bien qu'ils ne soient pas demandeurs d'asile. Là, on est capable de déroger à un certain nombre de choses quand il le faut. Bon, et voilà alors une carte, là encore c'est des chiffres absolus, hein, tout simplement, du nombre de réfugiés ukrainiens qui avaient été estimés au 19 mai 2022. Et vous voyez que voilà, il y a de très très grosses différences entre les différents pays. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est évidemment regarder ça proportionnellement à la population, par exemple par milliers d'habitants, chose qu'on fait assez peu. Et qu'est-ce que vous voyez là? Ben, le pays qui a accueilli le plus de réfugiés ukrainiens par rapport à sa population, c'est le pauvre Monténégro. Bon. Ensuite, on retrouve, c'est assez surprenant, l'Estonie, la République tchèque. En brun sombre, vous avez les pays limitrophes, hein, la République tchèque, la Pologne, la Moldavie, la Slovaquie. Puis vous voyez que la Roumanie est en bas, et alors la Hongrie, eh ben, la Hongrie n'est pas là parce que voici la fin du classement. Et vous voyez que la France est très très bas dans le classement. Vu sa population, la France a accueilli très peu d'Ukrainiens au total. Et si vous regardez, vous voyez que la Hongrie est de tous les pays limitrophes celui qui accueille le moins, c'est très net. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Allemagne, le Luxembourg, l'Autriche, la Suisse ont un ensemble culturel relativement, vous m'excuserez, hein, surtout si je suis ici, un petit peu homogène, enfin bon, qui a une certaine proximité. Voilà. Ils se retrouvent là groupés avec des taux d'accueil qui sont quand même pas négligeables, vu la population, hein, comme je l'avais indiqué tout à l'heure pour la Suisse. Bon. Maintenant, si vous regardez le PIB, et là je vais garder les pays exactement dans le même ordre, avec évidemment cette fois un classement qui est complètement dérangé. Et là, vous voyez que la pauvre Moldavie est le pays qui, proportionnellement à sa population, a accueilli le plus de réfugiés ukrainiens. Donc 24 pour... donc c'est par milliers d'habitants. Hein. Pour 1000 habitants, 24 réfugiés, ça commence à faire pas mal, hein, c'est du 2% et quelques. Voilà, donc, voilà un peu le... Et vous voyez que, du coup, la France, c'est rien par rapport à sa richesse, franchement, hein, parce que la ligne en pointillé, c'est ce qu'aurait dû être l'importance de l'accueil si ça a été proportionnel au PIB. Vous voyez que cet exercice est vraiment cruel pour un certain nombre de pays. Et la Suisse, c'est un peu plus que la France, ça devient un peu visible, enfin, c'est pas énorme non plus. Et voilà, donc un peu c'est étonnant que ce genre de choses, enfin, j'ai dû le calculer moi-même, c'est-à-dire qu'il faut retrouver, il faut retracer les populations de tous les pays, il faut faire le total de... Bon, c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment de la petite démographie. Le capital technique nécessaire pour faire ce genre de calcul est très réduit. Hein, j'ai pas fait de l'hypermodélisation. Hein, oui, c'est ça qui est important quand même, c'est de pouvoir aussi être capable d'exposer ça assez clairement à un public de décideurs ou un public d'essayistes ou de journalistes. Et voilà.
Alors, si on fait, quand on regarde maintenant cette fois, non plus l'enregistrement des demandeurs d'asile ou la décision d'accorder une protection temporaire, quelque chose de finalement temporaire, mais quand on regarde finalement, quand on compare le traitement réservé aux Ukrainiens au traitement réservé aux autres nationalités, et que cette fois on regarde les protections accordées, les décisions positives de protection qui ont été prises par les pays en question. Ben voilà un peu le bilan, et là c'est pour 10 000 habitants. Vous voyez que la Suède, quand on somme tout ce qui s'est passé de 2012 à 2021, donc ça fait une décennie d'accueil, ben la Suède, même si ensuite elle a vraiment stoppé son dispositif d'accueil, mais la Suède, depuis 2012, en fait, était le premier pays qui acceptait des Afghans, des Érythréens, des Syriens, etc., bien avant tout le monde, hein, et répondait en réalité directement aux demandes du HCR, de l'OIM. Voilà, c'était de fidèles soutiens, et d'ailleurs aussi de fidèles financeurs du HCR. La Suède a toujours été un grand financeur du HCR. Hein. Donc c'est le lien privilégié avec le HCR qui aujourd'hui est rompu. Hein. C'est intéressant. Mais au total, quand vous faites le bilan de la décennie, la Suède se retrouve en tête. L'Allemagne vient ensuite. Vous voyez qu'elle est en deuxième position. Elle a pris le relais un peu de la Suède, d'une certaine manière. Et la Suisse est très très bien placée dans l'effort de protection accordée donc à aux demandeurs d'asile de toute nationalité, tout confondu, y compris le Proche-Orient, le Moyen-Orient, etc., absolument tout le monde. Et vous voyez que bon, la France est quand même très loin derrière, 52 protections pour 10 000 habitants. Hein. Imaginez un stade de 10 000 habitants, puis il y a 52 personnes dans le stade. Voilà, c'est ça l'invasion. Bon. Et vous voyez aussi que l'Italie et l'Espagne, c'est très bas, parce que l'Italie et l'Espagne sont des pays qui n'ont pas de tradition d'accueil des exilés. C'était pendant longtemps des pays qui, au contraire, produisaient des exilés. Et il n'y a pas eu cette tradition administrative qui s'est installée de longue date. En France, par exemple, au XIXe siècle déjà, nous accueillions des exilés. Carlistes venant d'Espagne, jacobites venant d'Angleterre, polonais, lorsqu'il y a eu l'insurrection de la Pologne contre la Russie, les Piémontais, etc. Enfin, il y a des historiens qui ont fait de très très beaux livres sur la tradition d'accueil des exilés en France. On leur versait des subsides. Il y a un discours de Guizot, le grand historien qui était Premier ministre à l'époque, ministre des Affaires étrangères, et qui déjà disait, oh là, on verse des subsides à des exilés, mais attention, certains viennent uniquement pour l'appât du gain. C'était la formule de l'époque. Et déjà, on avait une tentative pour essayer de séparer les vrais demandeurs d'asile des tricheurs, des fraudeurs, qui venaient uniquement pour l'appât du gain. Mais en tout cas, voilà, il y a cette vieille tradition, avec d'ailleurs une problématique intéressante, c'est qu'en France, déjà, à cette époque-là, se pose la grande question de savoir où est-ce qu'on les met, ces exilés. Est-ce qu'on les concentre ou est-ce qu'on les disperse? Aujourd'hui, la politique, c'est la dispersion. Et à l'époque, on pose déjà dans des termes très très proches des termes actuels, on dit, si on les concentre, qu'on les met dans une grande caserne, dans un grand collège jésuite, désaffecté, etc., c'est dangereux parce qu'ils sont ensemble et là, ils peuvent devenir très très remuants avec des effets d'entraînement, etc. Donc on avait fait un premier essai à Rouen, par exemple. Là, ils étaient trop remuants. Alors finalement, on a décidé dans un second temps de les disperser dans les petites villes de Normandie, à 40 ans, à Saint-Lô, etc. Bon, mais à ce moment-là, ils disparaissaient dans la nature. Et les statisticiens de l'époque, au XIXe siècle, calculaient des taux de... Comment ils appelaient ça? En France, aujourd'hui, on parle d'un taux d'évaporation. C'est-à-dire qu'il y a des réfugiés qui sont accueillis dans des centres pour demandeurs d'asile, puis ils disparaissent. Et au bout de 3 mois, on dit quel est le pourcentage qui se sont évaporés. Et oui, au XIXe siècle, j'ai retrouvé la formule, c'était les réfugiés furtifs. C'était ceux qui fuyaient furtivement, qui filaient à l'anglaise. Voilà. Donc les problèmes sont assez proches, assez intéressants. Et la théorie qui a prévalu, ça a toujours été celle de la dispersion. Avec ceci de particulier, c'est qu'en France, on avait interdit aux exilés de vivre à Paris. Paris était exclu pour les étrangers, ce qui dans la pratique n'était pas observé. Heinrich Heine, par exemple, a vécu à Paris pendant des décennies, malgré l'interdiction officielle. Donc, il ne faut pas que je m'égare dans mes digressions, mais je trouve qu'elles sont assez intéressantes quand même, parce qu'il y a aussi cette profondeur historique qui fait qu'il y a des pays qui ont une tradition administrative d'accueil, qui ont des administrations pour traiter la demande d'asile, puis il y a des pays qui n'en ont pas.
Pendant longtemps, en Espagne, il y avait, je me souviens, il y a quelques années encore, il y a un grand scandale, El País en avait parlé, il n'y a que 135 personnes en Espagne pour s'occuper de la demande d'asile. Il y avait des files d'attente gigantesques. Ces files d'attente étaient tellement insupportables qu'en fait, les demandeurs allaient en France. Et donc, une partie des gens dublinés, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas avoir leur dossier traité faute de ressources humaines affectées à ce travail, et donc se retrouver en France, évidemment. Et si vous prenez la peine, c'est assez intéressant comme exercice, de regarder dans les lois de finances de tous les pays européens, parce que c'est là que sont les données. Vous regardez les lois de finances et vous voyez quels sont les moyens affectés aux ressources humaines qui doivent traiter dans les organismes spécialisés la demande d'asile. En France, c'est l'OFPRA, l'OFII, la Cour nationale du droit d'asile qui agit en seconde instance, une partie des personnels des préfectures, etc. On arrive à 1600 personnes, quelque chose comme ça. En Allemagne, c'est plutôt 6000. En Italie, en Espagne, pendant longtemps, c'était 200, 300. Ça a été doublé, ça arrive à 400. Donc, vous voyez, c'est la politique financière, enfin, les lois de finances font partie de la politique migratoire. Font partie intégrante de la politique migratoire et on l'oublie trop souvent. Alors, quand je reviens à ce tableau, vous voyez que les Ukrainiens ont été bien accueillis, évidemment, en Moldavie, en Pologne, ça, c'est les pays limitrophes des refuges, que par contre, ils ont été hermétiquement fermés aux exilés du Moyen-Orient. Et là, vous avez... Alors, le Royaume-Uni, c'est un cas très particulier dont on parle assez peu. Le Royaume-Uni est de toutes les grandes nations européennes celle qui s'est le plus fermée à tout. Ils ont expulsé les Slaves avec le Brexit, et ces gens-là sont allés plutôt en Allemagne, très peu en France. Ils ont très très peu accueilli les réfugiés du Proche-Orient, et ils se sont défilés également quand même pas mal à propos des Ukrainiens. Donc voilà, c'est l'avantage d'être une île, d'être protégé par un bras de mer, d'avoir aussi un pays comme s'appelle la France qui sous-traite pour eux, moyennant finance, la politique migratoire de l'Angleterre. Ça, c'est quand même, quand on y réfléchit, une chose absolument incroyable. Toute notre politique est faite pour avoir le moins de migrants possible chez nous. Là, vis-à-vis de ceux qui veulent aller en Angleterre, on fait l'inverse. On les retient chez nous. On fait tout pour les retenir chez nous, puis on leur dit, vous savez, vous pourriez demander l'asile en France et tout. Puis, chose bizarre, il y en a très peu qui demandent l'asile en France parce que ils ont leurs préférences. C'est terrible. Ils ont leurs préférences, ils préfèrent aller rejoindre des parents qui sont déjà installés en Angleterre. Ils préfèrent aussi un pays anglophone parce qu'ils parlent anglais. Enfin, bon, il y a toute une série de facteurs qu'il faudrait pouvoir pondérer, évidemment, pour mesurer tout ça. Voilà, alors j'arrive bientôt à la fin. Finalement, qu'est-ce qui explique la répartition des Ukrainiens à travers le territoire? Alors là, à travers le territoire européen, là, Eurostat a fait un travail assez étonnant. Ils ont revérifié toutes les statistiques sur la présence des Ukrainiens dans les recensements, les enquêtes, etc., un peu partout en Europe. Il y a une statistique spéciale qui a été faite pour essayer d'estimer l'ampleur des diasporas ukrainiennes dans les différents pays européens. Et vous voyez les chiffres, il y a des écarts considérables. Alors, il y a 500 000 à peu près, c'est un chiffre manifestement arrondi, ukrainiens en Pologne, parce que la Pologne a très très peu d'immigration. Elle accueille des travailleurs ukrainiens, mais à des régimes temporaires. C'est des permis inférieurs à 1 an. Donc quand on dit qu'il y a beaucoup d'immigration en Pologne, non, c'est l'immigration temporaire. Les Ukrainiens n'ont pas été accueillis comme migrants au-delà d'1 an. Et du coup, ça permet justement de ne pas faire de l'union familiale, de regroupement familial, ou de les minimiser. Donc, mais enfin, c'est quand même la Pologne qui avait du coup établi le plus de liens avec son voisin immédiat, qui est l'Ukraine. 235 000 Ukrainiens en Italie, recensés, donc c'est une masse, et donc ça explique qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens en Italie, 163 000 en République tchèque, etc., 135 000 en Allemagne. Vous voyez que la France n'avait que 15 000 Ukrainiens avant le déclenchement de la guerre. Et donc en réalité, voilà, ma phrase, c'est que ce ne sont pas les États qui ont pris leur part, ce sont les diasporas. C'est ça quand même qui fondamentalement explique la répartition des diasporas. Et évidemment, tout ça va à l'encontre d'un discours qui est très très fort en France, très puissant dans le discours public, qui consiste à dire nous sommes trop attractifs. Nous sommes le pays le plus attractif d'Europe. Nous attirons un surcroît de demandeurs d'asile, c'est terrible, nous sommes, etc. Et parce que nous avons toute une série de dispositifs
qui les accueille. Nous avons l'allocation pour demandeurs d'asile, qui en réalité n'est pas énorme, difficile à comparer avec ce qui se passe dans d'autres pays, parce que ça dépend de la taille de la famille, ça dépend de savoir si un logement est garanti ou pas. Donc rien que la comparaison avec l'Allemagne est difficile à faire. Nous avons le droit du sol, qui n'est pas en fait un droit du sol immédiat. Il faut quand même résider au moins 5 ans en France. Si vous êtes né en France, il faut y vivre toujours au moment de la transformation. Mais effectivement, si vous êtes né en France de parents nés à l'étranger, vous pouvez devenir français, mais à votre majorité seulement. Ce n'est pas le droit du sol américain immédiat, hein, c'est un droit du sol différé qui exige d'avoir quand même 5 ans de présence continue en France. Donc ce n'est pas si efficace que ça. Et les naturalisations en France, l'OCDE le montre régulièrement, ne sont pas à un niveau très supérieur à ce qui se passe en Europe. On est en fait dans une honnête moyenne, c'est à peu près notre vraie position. Et puis il y a l'AME. Alors l'AME, l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, c'est un dispositif qui avait été mis au point par Martine Aubry, ministre du Travail, sous la présidence de François Hollande. Donc vous voyez, ça commence à être ancien, qui est réservé aux personnes sans domicile qui sont en situation irrégulière. Et donc le discours qu'on entend, c'est: nous sommes le seul pays au monde qui accepte de soigner gratuitement les personnes sans papier, les sans-papiers, les demandeurs d'asile. Alors, en réalité, ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est que nous sommes le seul pays au monde qui a isolé une ligne budgétaire visible sur cette question-là. Parce que ça n'est pas un budget de la protection sociale, c'est un budget étatique qui est à part. Et lorsque les hôpitaux soignent au titre d'aide médicale d'État des sans-papiers, ils doivent faire une démarche spéciale auprès de l'État qui est assez compliquée pour récupérer les sommes en question. Enfin bon, je passe le détail. Donc il y a d'autres pays où le débat, par exemple en Allemagne, le débat est totalement différent. On soigne les sans-abri, mais par des voies un peu tortueuses. Il y a une loi qui dit que normalement, tout fonctionnaire allemand qui découvre le statut irrégulier d'une personne doit dénoncer ce statut, doit dénoncer la personne. C'est fort. Mais il y a tout un débat lancé par les médecins pour dire: mais au nom du serment d'Hippocrate, moi je ne peux pas dénoncer une personne et je dois la soigner de toute façon. Et en fait, les soins donnés aux sans-papiers en Allemagne passent par les associations caritatives qui ont en Allemagne une puissance sans commune mesure avec ce qui se passe en France, puisque la Caritas allemand, la Diaconie pour la qualité protestante, ils ont des hôpitaux, des maisons de retraite, etc. Et c'est dans ces cadres-là qu'ils soignent les gens. Et pourquoi ont-ils tout ce dispositif? Parce que c'est un pays concordataire avec un impôt ecclésiastique qui est versé par les personnes. Je rappelle que les 3/4 des Allemands de l'Ouest déclarent au recensement une affiliation à une grande église protestante catholique romaine. Enfin, il y a 2 églises protestantes et romaines, et les musulmans sont exclus du dispositif, et ça leur vaut de devoir payer l'impôt ecclésiastique. Les niveaux de croyance sont très bas, mais l'affiliation culturelle à une église, même si ça baisse tendanciellement, sont encore très forts en Allemagne, et ça enrichit les églises chrétiennes en Allemagne, et notamment ça enrichit leur système caritatif. Donc le concordat en Allemagne, c'est un élément assez puissant. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse. Là, je vous laisse. J'espère que mon exposé vous suggérera des vérifications ou des contradictions sur l'équivalent de ces questions-là. Bon, il se trouve aussi qu'en France, et là il faut être juste, on a en fait une politique qui est très différente selon qu'il s'agit des grandes masses qui sont censées venir du Moyen-Orient, des exilés engendrés par les conflits guerriers, les interventions étrangères, etc. Donc là, je vous l'ai dit, on est très très loin de prendre notre part, mais il y a toute une série d'autres pays, et quand on regarde tous les autres pays comme source de demande d'asile, donc en dehors du trio Syrie, Irak, Afghanistan, là, oui, à 18% des demandes d'asile déposées dans l'Union européenne qui arrivent en France, c'est-à-dire exactement notre poids dans le PIB européen. Et donc, c'est un paradoxe. On est très mauvais, entre guillemets, pour accueillir l'exil d'urgence qui vient lié à ces conflits. Je pense qu'il va se passer la même chose pour le Soudan en ce moment. On discute avec les affaires étrangères, et les affaires étrangères sont complètement prises au dépourvu et sont incapables de nous dire si les gens qui ont perdu leur passeport dans les demandes qui étaient en cours, etc., pourront être traités par l'ambassade du Caire ou ailleurs. Ce n'était pas prévu. Alors, voilà, le ministère n'est pas du tout prêt pour accueillir l'urgence. L'Allemagne a une tradition d'accueil d'urgence. L'Autriche
a une tradition d'accueil d'urgence, même si au bout d'un certain temps, ils disent toujours maintenant c'est à l'Allemagne de la reprendre. Ça, c'est le système autrichien. Mais enfin, le système d'accueil immédiat en Autriche est assez puissant, proportionnellement. Donc, nous prenons notre part dans l'enregistrement des demandes qui viennent d'autres régions du monde, avec des pays assez compliqués. La Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? C'est pas simple. Est-ce que c'est vraiment un pays sûr comme ça l'est officiellement? On ne sait pas. Le Bangladesh, là, on a une filière d'avocats très, très spécialisée de longue date qui traite très bien la demande de Bangladesh. Bon, la Guinée, c'est très compliqué. La Cour nationale des droits d'asile a beaucoup de a beaucoup de difficultés à traiter les demandes guinéennes. La Turquie, bon, là, on comprend mieux. L'Albanie, alors l'Albanie et la Géorgie, c'est des cas assez particuliers. Ce sont des pays qui sont situés à mi-chemin sur l'échelle mondiale du développement. En gros, à un niveau 5 sur une échelle de développement réduite à 10, quelque chose comme ça, comme d'ailleurs le Maghreb, le Mexique, enfin, les pays qui émigrent le plus dans le monde, c'est les pays qui sont situés à mi-chemin de l'échelle du développement. Ce n'est pas les plus pauvres, contrairement à ce qu'on raconte. Et donc, et il se trouve que l'Albanie et la Géorgie, ils ont le droit d'avoir des visas de 3 mois, des visas touristiques. Il y a des accords qui leur ont accordé ça, mais au bout de 3 mois, un certain nombre passent par la demande d'asile ou essaient d'obtenir un autre statut pour rester. Et parce que ce sont des pays où il y a à la fois une aspiration à migrer qui est forte et un début de moyens pour satisfaire ces aspirations. Mais vous voyez que d'autres pays suivent. Et ça change un peu d'une année à l'autre. On retrouve la RDC, la Somalie, les deux Soudans, Haïti, etc. Donc là, oui, on prend. Alors, les taux de décision positive accordés à ces pays-là sont quand même assez faibles. C'est de l'ordre de 25%, alors que pour le Proche-Orient, c'est plutôt de 75%. Voilà. Bon, donc, alors là, je ne vais pas répéter, mais si vraiment on était un pays aussi attractif qu'on le dit, à ce moment-là, on devrait recevoir 4 fois plus de Syriens, d'Afghans, etc., de demandes émanant de ces pays-là que ce n'est le cas. Donc là, il y a une démonstration, à contrario, du fait que non, nous ne sommes pas très attractifs. Et ce qui est intéressant, et là l'épreuve est cruelle pour la France, quand on regarde les populations qui ont le droit de s'installer librement, sans visa de 3 mois, de se fixer, etc., c'est-à-dire les ressortissants de l'Union européenne, la France n'est pas du tout le pays le plus attractif d'Europe. Les plus attractifs, c'est l'Allemagne, c'est la Suisse, c'est le Luxembourg, c'est l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique. Enfin, on est au 12e rang, quelque chose comme ça, en Europe. Et donc, le débat qu'il faudrait avoir en France, qui n'existe absolument pas, c'est pourquoi sommes-nous si peu attractifs? Le français n'est pas une langue très attractive par rapport à beaucoup de gens notre PIB, bon, est dans une non-nette moyenne, enfin, c'est quand même pas la réussite allemande, etc. Donc, pourquoi sommes-nous si peu attractifs? Voilà quel devrait être l'objet du débat. Évidemment, quand je dis ça, c'est pas très entendable, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Et c'est ma dernière diapositive. Et les meilleures choses ont une fin. Et au fond, j'ai utilisé 2 notions des capacités d'accueil, de définition des capacités d'accueil dans cet exposé. Il y a des capacités d'accueil structurelles, oui, la population d'un pays, sa richesse. On pourrait imaginer que l'étendue du territoire soit également un élément à prendre en compte. Les Pays-Bas, de ce point de vue-là, ont moins de possibilités que la France avec ses vastes territoires. Le taux d'emploi, pourquoi pas. Enfin bon, on pourrait imaginer, mais en tout cas, la frontière entre les deux types de capacité d'accueil n'est pas évidente, mais il y a une polarisation qui me semble assez nette. Il y a des capacités d'accueil structurelles d'un côté, puis il y a des capacités d'accueil qui sont politiquement construites, socialement construites, etc. J'ai cité les ressources humaines affectées au traitement des demandes. Ça, c'est une décision qui est prise ou pas par chaque pays. On peut citer évidemment le nombre des places d'hébergement, le montant de la location, etc. Il y a aussi, ça c'est plus compliqué, mais l'état général du marché du travail, notamment le degré de tolérance du marché noir. On sait qu'il est relativement important en Grande-Bretagne. Il est moyen en France, maintenant il n'est pas négligeable dans certains secteurs, qui l'utilisent massivement, y compris pour des non-étrangers d'ailleurs. Il est très rejeté dans les pays du Nord. Enfin, il y a un gradient nord-sud globalement, quand même. Et ça aussi, ça fait partie d'une politique qu'on décide d'adopter ou pas pour définir des capacités d'accueil. Et là, c'est un peu spécial, évidemment. Les capacités d'accueil s'accroissent si on a une tolérance envers le marché noir qui est forte. Et puis, il ne faut jamais oublier que le contrôle externalisé des frontières
évidemment, les hot tubs, etc., sont aussi une autre manière de réduire ses capacités d'accueil. Ça, vous le savez bien. Et donc, j'espère vous avoir éclairé avec toutes ces données et ces différentes analyses. Merci pour votre attention. Alors, merci beaucoup. Merci vraiment pour cette panoramique des derniers chiffres sur l'accueil des réfugiés et surtout pour ce fact-checking sur le discours politique qui est souvent très, très chaud, mais très peu fondé. Ça, c'est vraiment des argumentations qu'on entend aussi parfois en Suisse et qui sont à checker par les faits. Alors, je pense qu'on a dépassé un peu le temps, donc je ne voudrais pas introduire mes questions, mais plutôt ouvrir déjà tout de suite au public qui sûrement a des questions à poser au professeur Rand. Qui veut démarrer? On a 2 personnes dans la salle, Oana et Karine, qui vont vous amener les microphones. Merci pour votre présentation. Ma première question, donc je fais référence au dernier point qui a été mentionné de votre slide sur l'externalisation de l'asile. Donc là, on se rend compte qu'il y a une tendance, si on prend Danemark, y compris l'Angleterre, qui souhaite externaliser les demandes d'asile, en tout cas dans les pays du Sud, donc dans certains États africains. Comment vous voyez cette tendance-là? Est-ce que vous pensez que ça va se généraliser dans les autres pays européens? Puis peut-être aussi répondre sur le plan du droit international. Merci. Alors, effectivement, je n'ai pas beaucoup parlé du droit international, bien que ce soit une question dont je m'occupe beaucoup. Si vous suivez mon cours au Collège de France, tous mes cours sont visibles sur YouTube. J'ai consacré toute l'année universitaire qui vient de s'écouler pour moi au droit des migrations, au droit des étrangers et à la question du droit international. Alors, il faut bien voir que le Danemark, c'est un cas, c'est très à la mode en France en ce moment, à droite. Hein. Les républicains organisent des colloques où des soi-disant chercheurs présentent le modèle danois comme un modèle à suivre. Le problème du modèle danois, c'est qu'il n'est pas généralisable. Les Danois, qui sont quoi, 7 millions d'habitants, quelque chose comme ça, je crois que c'est l'ordre de grandeur, ils ont la chance d'avoir un seul voisin immédiat, terrestre, qui s'appelle l'Allemagne, 14 fois plus peuplée. Et l'Allemagne se charge de prendre les personnes dont le Danemark ne veut pas. Donc, vous avez une situation typique de cavalier seul, comme on dit, de tir au flanc, comme on dit en français, free rider, qui est possible parce que vous avez un grand voisin qui va prendre en charge les gens dont vous ne voulez pas. Et ça pose un problème dans le droit international, une solution qui n'est pas généralisable. Si tout le monde faisait ça, évidemment, ça serait la ruine du droit international et du droit de la Convention de Genève, etc. Remarquez qu'il y a d'autres cas dans le Canada qui se fait fort d'être un exemple en matière de droit international, etc., avec son système de sélection à points qui est maintenant matiné par un système de métiers en tension, enfin c'est un système mixte. Eh bien, écarte de facto en probabilité la migration hispanique. Parce qu'il faut avoir des diplômes supérieurs, il faut avoir des années d'expérience professionnelle, il faut parler l'anglais et le français. Ce n'est pas exactement ce que la migration hispanique est capable de faire. Donc, ils l'utilisent beaucoup comme main-d'œuvre temporaire dans l'agriculture. Mais enfin, ils sont bien contents, les Canadiens, d'avoir un unique voisin, les États-Unis, 10 fois plus peuplés, qui se charge, bon an, mal an, quand même, d'intégrer les hispaniques. Donc, vous voyez, tout le problème de ces solutions qu'on nous offre en modèle. Hein, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas généralisable. Et une solution qui n'est pas généralisable n'est pas éthique. Enfin, une solution n'est recevable que si l'inversion des perspectives permet de la généraliser. Hein. Enfin, je crois que c'est important de le souligner. Donc, alors maintenant, comment ça se possible que le Danemark s'en tire comme ça? Et alors l'Angleterre, maintenant, ils ne sont plus dans le système européen, mais enfin, ils sont quand même encore dans le Conseil de l'Europe et ils sont censés respecter la Convention européenne des droits de l'homme. Le Danemark avait obtenu des espèces de dérogations. Il faut bien voir que
la Cour européenne des droits de l'homme qui siège à Strasbourg, elle est très conciliante, hein. Contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est pas le gouvernement des juges qui impose aux États d'accueillir le regroupement familial, d'imposer des solutions, etc. Parce qu'en fait, il y a des marges d'appréciation, comme c'est dit dans la jurisprudence européenne, qui acceptent beaucoup de choses. Le regroupement familial, par exemple, au Danemark, il est interdit à partir de 16 ans. Normalement, c'est 18 ans, la majorité. Mais de 16 à 18 ans, il y a une commission spéciale qui décide de sélectionner de façon assez arbitraire le droit au regroupement familial pour les jeunes, pour les mineurs les plus âgés. Enfin, eh bien, le droit européen, la Cour européenne des droits de l'homme a accepté ça. Jusqu'à quand pourra-t-elle accepter ce genre de dérogation, comme on dit parfois, d'opt-out? C'est effectivement un problème. Je pense que ce n'est pas généralisable, que si tous les pays faisaient ça, ça ne marcherait pas. Pour l'Angleterre, pour l'instant, c'est interrompu par la justice, hein, le projet d'externaliser les demandes d'asile, etc. Alors, la dernière trouvaille du gouvernement anglais, elle date de 3 jours, c'est de construire des pontons, ou des barges, comme ils disent, sur les côtes anglaises, et là, dans ces espèces de prisons flottantes, il faut bien dire ça, qui font penser à de vieux systèmes d'emprisonnement qui ont existé pendant des siècles, hein. La France avait utilisé ça aussi, on avait des pontons où on emprisonnait les gens. Eh bien, les demandeurs d'asile seraient relégués dans des pontons pendant qu'on observerait, on traiterait leur cas. Et évidemment, ça a suscité un tollé des ONG. Ça, c'est la dernière trouvaille il y a 3 jours. Donc voilà, je pense avoir répondu à votre question. Je partage évidemment les mêmes préoccupations que vous. Merci. Oui, il y a une deuxième question. Et bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. D'ailleurs, je voulais partir un peu de l'Europe et demander plutôt sur la Turquie, comment traite les réfugiés. Et on voit aussi de temps en temps, ils menacent l'Europe par les réfugiés que... Si vous, je sais pas, c'est plutôt des questions politiques, mais comment vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors effectivement, régulièrement, Erdogan lâche quelques immigrés qui affluent en Grèce et qui vont encore surencombrer les hotspots grecs. Effectivement, c'est un chantage, puisqu'il y a un deal donc, entre l'Europe et la Turquie. Un deal d'ailleurs dont le statut juridique est très faible, hein. Ce n'est pas un traité entre l'Union européenne et la Turquie, c'est un accord qui a été signé par les ministres des Affaires étrangères avec la Turquie, dont le statut juridique est assez contesté, hein, dans le droit international. Mais voilà, ça permet de retenir les migrants. Et bon, alors, ça va dépendre aussi du résultat de l'élection présidentielle turque dans quelques jours. Je crois que c'est dans quelques jours, hein, que ça va se décider. Mais oui, effectivement. Alors, ce chantage-là, bon, nous, on retient les migrants qui veulent aller en Angleterre. On aimerait bien que l'Italie fasse la même chose pour nous, ce qui se fait qu'en partie. Et alors, ce qu'ont fait les Italiens aussi, de facto, hein, c'est quand même de laisser passer beaucoup de gens en transit sans les enregistrer. Les statistiques italiennes sur les passages des migrants sont très problématiques parce qu'il y a eu pendant longtemps, y compris maintenant, la décision puisque de toute façon, il n'y a pas de moyens suffisants pour traiter les demandes, de laisser filer les gens. Alors du coup, s'ils sont un peu enregistrés, ils vont être dublinés, mais bon, ça ne marche pas. Et le dublinage, tout le monde sait que c'est extrêmement problématique, puisqu'en gros, vous savez que le nombre de Dublinés de la France vers l'Allemagne, c'est à peu près le même que le nombre de Dublinés de l'Allemagne vers la France. Et ensemble, ces 2 chiffres représentent 80% des Dublinés en Europe. C'est vous dire l'absurdité du système. Donc tout le monde convient que ça ne marche pas. Et le Parlement européen a même voté une motion, simplement une motion, pour dénoncer le système de Dublin et dire qu'il fallait le remplacer par autre chose. Mais on ne sait pas par quoi le remplacer. Parce qu'il faudrait une répartition égale de la charge. Et il n'y a pas d'accord entre les pays européens pour une répartition proportionnelle de la charge de l'accueil des demandeurs d'asile, par exemple. Et donc, on en est là, on est dans une situation complètement bloquée. Et ce n'est pas le moindre des problèmes qui se posent en ce moment à l'Europe. Oui, il y a un follow-up. Vous voulez... Bah, pas très bien. Pas très bien, puisque
Il y a régulièrement des mouvements d'opinion, même des appels du pied d'Erdogan pour inciter les Syriens à revenir chez eux, à rentrer chez eux. Ils sont fortement incités à revenir chez eux, ce qui évidemment paraît très difficile dans la situation actuelle. Ils n'ont pas de statut de réfugié. Hein. Je rappelle ce que j'ai dit quand même au passage, qui est très important. Il n'y a pas de statut de réfugié on ne peut pas demander à bénéficier de la Convention de Genève quand on est réfugié en Turquie. On peut le faire uniquement si on est un Européen. Donc, du coup, effectivement, c'est la précarité. Voilà, nous, on a une grande précarité chez les déboutés du droit d'asile, mais enfin, au moins, ceux qui obtiennent l'asile ont un statut. Mais là, ça n'est même pas le cas, et ce n'est pas le cas non plus au Liban. Au Liban, actuellement, par exemple, la situation est effroyable, parce qu'il y a l'hyperinflation, et j'ai visité un camp où les gens ne peuvent même plus envoyer leurs enfants à l'école, parce que les frais de transport scolaire ont été multipliés par 500. Donc ça vous donne une idée et qui s'occupe de ces questions-là. Personne. Alors il y a quelques programmes alimentaires, la France y contribue, la Suisse aussi, etc., qui effectivement font vivoter les gens dans l'attente de rien, puisqu'ils n'ont pas vraiment d'espoir. Oui. Attendez le microphone pour parler. Il arrive. Pour revenir sur le cas du Royaume-Uni, une des autres trouvailles qui circule depuis 2016 au moins, qui a été formulée à l'époque par la Première ministre du Royaume-Uni, elle est simplement quitter la Convention européenne des droits de l'homme. Donc c'est une trope qu'on retrouve tout le temps dans la presse conservatrice et que des politiciennes vraiment établis répètent assez régulièrement. Quelle est d'après vous la chance que ça pourrait se réaliser? Alors, en France, c'est pareil. Hein, vous avez toute une partie de l'arc politique qui dit ça. Il faut se retirer de la Convention européenne des droits de l'homme. Ou alors, il faut s'en retirer. Et puis, on ne reviendra que si on réécrit l'article 8, qui est le fameux article 8 qui consacre le droit à vivre en famille, à avoir une vie de famille normale, qui consacre la vie privée et familiale, qui a été interprétée par la jurisprudence comme un droit à vivre en famille qui peut bénéficier aussi aux étrangers. Le problème, c'est que c'est pas évident de se retirer de la Convention européenne des droits de l'homme. Les deux pays qui ont été exclus de la Convention européenne pour l'instant, il n'y en a que deux, c'est la Russie et le Bélarus. À la suite de l'agression contre l'Ukraine, alors la Douma russe a essayé de faire précipiter les choses, essayer de voter d'elle-même un retrait volontaire au nom arguant le fait que la Convention européenne des droits de l'homme ne respecte pas les valeurs profondes du peuple russe. Enfin, c'est ça l'argumentation qui a été donnée. Mais le Conseil de l'Europe a réussi à devancer de justesse la Douma, et c'est bel et bien une exclusion qui a été décidée. Donc les pays qui ont dû quitter la Convention européenne des droits de l'homme, c'est quand même des cas très particuliers. Donc c'est voilà. Pour la France, par exemple, c'est constamment évoqué, mais même Marine Le Pen, à un certain moment, critiquée par Zemmour pour cela, a dit, mais finalement, on n'a pas besoin de quitter la Convention européenne des droits de l'homme, puisque, vous voyez, la Hongrie, la Pologne, etc., qui sont toujours dedans, ben, finalement, arrivent à se passer de l'immigration. Donc, c'est pas, et vu les marges nationales d'appréciation qui sont laissées par la jurisprudence, finalement, c'est pas un problème de rester dans la Convention européenne des droits de l'homme. Il vaut mieux avoir les avantages symboliques du respect de la Convention européenne des droits de l'homme, tout en bénéficiant d'une jurisprudence que la plupart des juristes spécialisés trouvent assez laxiste. Hein. Donc Marine Le Pen elle-même a décidé que finalement, c'était pas la peine de quitter la Convention européenne des droits de l'homme. Vous voyez. Après, le processus, il est compliqué. Hein, se retirer, c'est peut-être au moins aussi compliqué que le Brexit. Et quand même, pour l'image de la Grande-Bretagne, voilà, ce serait assez problématique. Mais quand vous regardez, alors c'est ça qui est quand même important, si vous voulez traiter de la Convention européenne des droits de l'homme, il se trouve que la Cour de Strasbourg, les greffiers de la Cour de Strasbourg, mettent à jour régulièrement en ligne des mémos, un mode d'emploi sur les différents articles de la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a un mémo sur l'émigration dans la Convention européenne des droits de l'homme et dans la jurisprudence de la Cour. Il y a même un mémo sur l'article 8, utilisé pour le regroupement familial. Et ils expliquent que ce n'est pas du tout mécanique. L'article 8 n'oblige aucun État à garantir le regroupement familial, que la jurisprudence est en fait extrêmement complexe, c'est une casuistique complexe, et que tout ce qu'on raconte
sur le gouvernement des juges européens qui nous oblige à accepter des migrants dont on ne veut pas est largement un mythe. Vous voyez, mais il faut aller consulter ces modes d'emploi, enfin ces explications qui sont en ligne, hein, qui sont mises à jour, mais tous les 2 mois à peu près. C'est un rythme très rapide. Et moi, quand je rencontre des politiciens, des collaborateurs parlementaires, etc., je dis, mais vous savez, l'article 8, allez regarder sur le site de la Cour européenne des droits de l'homme et consulter donc les manuels ils sont très clairs, très bien faits par les greffiers de la Cour. Ça n'a pas une valeur juridique, c'est une sorte de... Enfin, c'est quand même fait par le personnel de la Cour et c'est très intéressant à consulter. Eh bien, la plupart de nos interlocuteurs ne savent même pas que ça existe. Donc là, il y a quelque chose à introduire dans le débat sur la... Enfin, il y a un mythe sur la Convention européenne des droits de l'homme. Mais il est très répandu en France aussi. Hein. Oui, Franco. Merci beaucoup. J'ai une question, je ne sais pas si je vais réussir à bien la formuler, mais peut-être que j'aimerais bien avoir votre commentaire sur l'éventuelle évolution des critères d'acceptabilité des demandes. Parce que, et ma question, c'est est-ce qu'ils sont modulés par quelque chose qui relèverait aussi de la morale et non pas des demandes d'asile, vous voulez dire? Des demandes d'asile, oui. Votre commentaire sur peut-être les évolutions récentes, sur les critères Et en gros, ce serait une question sur un peu l'économie morale de l'acceptabilité des gens, puisqu'il me semble quand même qu'on est un peu pétri, disons, de morale, puisque vous venez de France, quelque chose qui n'est pas du tout anecdotique. Il y a quelques semaines, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais les médias suisses ont parlé d'un dispositif qui vise à évaluer la fortune des personnes qui ont un permis de séjour limité en Suisse et de pouvoir recalculer les allocations en fonction de leur fortune dans laquelle ils ont mis la voiture des gens. Et ça a fait beaucoup parler, en tout cas dans certains milieux, et on voit bien que là, il y a forcément toujours, en tout cas même dans les débats politiques, une évaluation morale finalement de l'octroi d'un droit. Votre commentaire, disons, sur les évolutions éventuellement récentes? En parlant d'économie morale, j'ai pensé à autre chose, parce que si vous regardez le cas de la France, il y a une évolution très nette dans les critères d'accueil, de traitement des demandes d'asile. Par exemple, le risque d'excision, qui n'était pas du tout pris en compte il y a 20 ans, et maintenant, un des grands motifs pris en compte par la Cour nationale du droit d'asile, notamment en seconde instance, c'est compliqué, hein, parce qu'en même temps, elle n'a pas le droit de poser des questions trop intimes, qui seraient intrusives, et donc il faut qu'elle essaie, elle louvoie. Hein, y a un chercheur qui, dans mon séminaire, c'est visible en ligne, qui est juge à la Cour nationale du droit d'asile, qui expose très bien ce problème. Donc, comment estimer le risque d'excision sans poser des questions trop intimes, etc. Alors, ce qui se passe en France, c'est qu'il y a un contrôle a posteriori. On contrôle l'administration, on contrôle a posteriori qu'une personne accueillie au motif d'un risque d'excision ne fait pas exciser ses enfants dans les années qui suivent. Il y a un contrôle. Mais il faut bien voir aussi que il y a, en plus de la Convention de Genève, il y a ce qu'on appelle la protection subsidiaire, c'est-à-dire une protection qui est assurée par les lois nationales, pas nécessairement par des lois européennes, qui souvent est moins durable que la protection de Genève. La protection de Genève, ça donne un titre de séjour pour 10 ans, aisément renouvelable, c'est quasiment à vie, le statut de protégé. Alors que la protection subsidiaire, en principe, si la situation se rétablit dans le pays d'origine, vous êtes tenu d'y revenir. Bon, c'est rarement le cas. Hein. Bon, mais à ce moment-là, par exemple, le fait de non plus subir une menace de persécution de la part de l'État pour vous-même ou vos proches qui vous empêcherait de retourner dans votre pays, etc., c'est complété maintenant par le fait de fuir un pays en guerre. Vous n'êtes pas persécuté directement, mais vous êtes dans un pays en guerre, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de boulangerie, l'habitat est détruit. Voilà. Et ben ça, c'est maintenant considéré comme une cause totalement légitime pour bénéficier du droit d'asile en France. Ce n'était pas le cas il y a 15 ans ou 20 ans. Hein. Donc il y a des progrès dans les critères. L'idée qui est encore très prégnante que c'est nécessairement quand on est un militant politique
qu'on a le droit à voilà. Alors, nous avons en France une troisième catégorie d'asile qui est ce qu'on appelle l'asile constitutionnel, et non pas conventionnel. L'asile conventionnel, c'est la Convention de Genève. L'asile constitutionnel, c'est le fait qu'il y a dans la Constitution de 1946, qui a été reconnue comme faisant partie des principes de valeur constitutionnelle, l'idée que les combattants de la liberté peuvent mériter, peuvent obtenir le droit d'asile. Ça concerne quelques unités par an, c'est absolument dérisoire, parce qu'en fait, ces cas-là rentrent maintenant dans la protection, sont absorbés par la protection subsidiaire, et on n'en a pas besoin. Mais il y a cette idée très républicaine qui est inspirée aussi de formules de la Révolution, de début de la Révolution de 1789, que tous les combattants de la liberté méritent d'être incorporés à la nation française. Ça, c'est... Alors, Patrick Weil avait beaucoup développé ça dans un rapport qu'il a fait, ça n'a absolument pas marché. Donc voilà, il y a des... Après, sur la question morale, parce que la question que vous posiez était un peu différente, est-ce que le droit, c'est la morale? Il y a une tendance en France, mais elle existe un peu partout, à penser qu'on fait de la morale quand on accueille et on fait de la politique quand on exclut. Or, les deux gestes sont à la fois politiques et moraux. Et c'est un peu le rôle un peu néfaste de la fameuse distinction weberienne entre l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. Voilà, donc régulièrement la droite dit la gauche a l'éthique de conviction, mais elle n'est pas responsable, elle ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes. Donc le côté introduire une dimension utilitariste à la dimension éthique purement déontologique de type kantien. Mais en réalité, je pense que les deux gestes, accueillir ou rejeter, sont à la fois des gestes politiques et moraux. Et quand vous lisez à fond Max Weber là-dessus, il montre bien que entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité, il y a des passages que c'est pas binaire, qu'il y a toujours un peu de responsabilité dans la conviction, de la responsabilité, etc. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une réponse un peu détournée à votre question. Merci beaucoup, François. On t'écouterait encore pendant 2 heures, et fascinant aussi des passages entre la philosophie, la migration, le chiffre. On aurait plein d'autres questions, moi particulièrement aussi. Mais je dois vraiment clôturer ici le débat. Merci beaucoup pour cette leçon. Merci beaucoup au public qui était là et qui maintenant est invité à partager un apéritif en dehors de la salle. Donc, on peut continuer à débattre à l'extérieur.